ô l'éclair, ô l'éclair. Quelle est la destination du jeu poétique dans le poème Maya ? La référence assez claire à la civilisation préhistorique du même nom, implantée en Amérique centrale, du sud du Mexique à la fin du Honduras, indique un voyage d'un autre genre après sa dérive hallucinatoire au sein de Scopolamine, une descente à travers les générations. Une étape intermédiaire de ce poème travaillé entre 1930 et 1933, et dont les versions sont toutes aussi sublimes, indique les vers suivants. « Du jour qui ne m'est rien, j'ai dénoué mes forces. J'ai laissé aux vivants le nom que j'ai perdu, je suis parti. Chercher au-delà de l'espace l'autre nom que je fus. » On ne peut introduire un tel poème sans mentionner ce mystérieux ouvrage hybride entre science, poésie et philosophie, Peau d'âme, qui fut publié 1 an après la mort de Catherine Pozzi. Bref aperçu de ce qui aurait dû être le fameux livre qui la tyrannisa sa vie durant sous divers noms, dont le De Libertate fut le principal, mais qu'elle ne parvint pas à achever à temps. Laurence Joseph, dont vous avez pu entendre quelques remarques dans les précédents épisodes, principal éditeur et commentateur cardinal de l'œuvre pozzienne, décèle un lien théorique essentiel entre Peau d'âme et Maya. Étant donné que l'énergie ne peut se perdre, dit-il à son propos, celle qui avait constitué ses ancêtres survit dans son corps et dans son esprit. Alors de quelle pérégrination Maya est-il le théâtre héréditaire ? Écoutons le poème. Maya. Je descends les degrés de siècles et de sable qui retournent à vous l'instant désespéré. Terre des temples d'or, j'entre dans votre fable, Atlantique adoré. D'un corps qui ne m'est plus que fuit enfin la flamme, l'âme est un nom chéri, détesté du destin. Que s'arrête le temps, que s'affaisse la flamme, je reviens sur mes pas vers l'abîme enfantin. Les oiseaux sur le vent dans l'ouest marin s'engagent. Il faut voler, bonheur, à l'ancienneté, tout endormi profond où cesse le rivage. Rocher, le champ, le roi, l'arbre longtemps bercé, astres longtemps liés à mon premier visage, singulier soleil, de calme couronné. Ce qui m'a touchée à la première lecture du poème, c'était sa musicalité. Il me semblait que les vers ils s'enchaînaient comme des incantations qui rendaient possible un voyage dans l'espace et dans le temps. Dès qu'elle évoque ces siècles de sable, j'entendais le bruissement et je sentais la chaleur du sable évoquée. Puis il y a cette terre des temples d'or et la répétition du son T comme ça m'évoquait le battement d'un tambour, comme peut-être les tambours des chamans qui visent à nous plonger dans un état de transe. Et il est vrai que déjà Michel de Certeau, quand il analysait Ave dans la fable mystique, il évoquait les chamans, donc je pense qu'on peut faire le même constat pour Maya. Il m'a aussi semblé que le rythme du poème n'était pas totalement fluide et que s'il reflétait les avancées de la poétesse dans son cheminement vers un passé perdu, il y avait aussi des moments où elle rencontrait des difficultés, comme au vers « L'âme est un nom chéri détesté du destin qui, soudain, rompt avec le rythme des alexandrins ». Et il y a même ce tiret à la fin qui ouvre vers un possible ou qui montre peut-être que le vers n'est pas totalement achevé, qu'elle a rencontré un obstacle dans son cheminement. Puisqu'elle dit que s'arrête le temps, que s'affaisse la trame, puis il faut voler bonheur à l'ancienneté. Il y a aussi le sentiment d'une nécessité. Elle présente ce voyage dans le temps comme un impératif qui peut rappeler celui qui est présent dans Nova par exemple. J'ai le sentiment que le poème commence à se morceler, les strophes elles se font de plus en plus courtes. Et puis si on compte les vers, il y en a 14 et le poème ressemble fortement à un sonnet, mais c'est comme un sonnet qui se serait fragmenté. Poème, parmi les notes du De Libertate. Longtemps, avant que tu ne sois, longtemps, longtemps, avant que le plus lointain de tes ancêtres ne respire, des yeux s'appliquaient sur ce monde,
augmentant d'images toujours plus intenses le portrait intérieur. Longtemps avant que ses yeux ne regardent, des êtres plus simples s'efforçaient de voir leur lumière, trop infirme pour jamais l'atteindre ou savoir que tu serais. Mais de leur effort millénaire est fait ton instant d'aujourd'hui. Et rien de l'obscure volonté de cette multitude n'est perdu, puisque tu existes et ramasses le temps d'un battement d'artère, leur sentir disparu. Déjà, moi je dirais que les Mayas étaient quand même une civilisation qui croyait beaucoup à la vision cyclique du temps, qui avait une très grande connaissance de l'astronomie. Donc ça rejoint beaucoup la pensée de Pozzi à ce sujet-là. Et c'était une civilisation donc, qui a précédé les Aztèques et qui avait une connaissance majeure en fait, de phénomènes physiques mais aussi métaphysiques, donc très intéressant, surtout sur le point de vue de l'incarnation. Après, le terme Maya, effectivement, il renvoie à cette civilisation à laquelle elle se sent appartenir. Il peut renvoyer également à la déesse panthéiste qui symbolise, qui tient le rôle de la mère. Et donc, pour revenir un peu sur l'idée du voile de Maya, c'est que cette terre-mère, cette terre nourricière, aurait un voile qu'elle maintiendrait entre le monde des vivants et une sorte d'au-delà supraterrestre. Et ce voile, en fait, il symbolise l'ignorance qui sépare le monde terrestre et cet autre monde-là. Donc on peut déjà faire un rapprochement par rapport à cela. Ensuite, dans la préface à notre édition toujours, Claire Pollan nous apprend que, pour la citer, Pozzi, de son vivant, observait son visage. Elle étudiait les proportions de son visage et elle étudiait notamment la distance des maxillaires inférieurs du front, plus grande. Donc, il lui semblait n'appartenir à aucun peuple, à aucun pays, en fait. Ne pas avoir de visage et qui entre en corrélation avec l'idée d'hérédité, c'est-à-dire qu'elle appartiendrait tout simplement à une sorte d'autre monde, un monde perdu, d'où je pense la référence à l'Atlantique qui fait référence à l'Atlantide, le mythe de l'Atlantide. Donc tout à fait, civilisation perdue, exact. Journal, 24 juillet 1933. Les ruines d'un sanctuaire à colonnes mayas dont on remarquera les ressemblances avec l'architecture grecque. C'est là que j'ai vécu. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les feux du couchant, mais c'est là fait d'expérience, non songe, non souhait. Ce qui fut moi en partie, car le moi tout entier se compose d'âme antique et d'esprit instantané, ce qui fut moi fut grec, mais bien plus profondément, plus longtemps, indien des Amériques. Hélas, mon visage si étrange qu'aucun visage ne reconnaît, qui ne s'agrège à aucune multitude. Mon visage de pierre, séparé. À la peau la plus douce, pourtant qu'aucune peau ne fut douce chez les hommes, au grain si fin qu'aucune peau n'est pareille si on peut la toucher. Visage triangulaire aux sourcils purs, aux rapports étrangers, les yeux placés plus haut, la distance du maxillaire inférieur au front, plus grande. Elle n'est même pas d'un autre pays. Elle est d'une race disparue. Moi, je trouve très intéressante le fait de revenir en fait à la nature à la fin. Finalement, on n'avait pas tant entendu au préalable rochers, arbres, tous ces éléments de la nature. Donc ce retour-là à la fin
me semble aussi très intéressant en lien avec les Mayas qui vivaient eux-mêmes dans des forêts tropicales en fait. Donc cette émanation peut-être des visions dues à un contexte très élémentaire en fait, très naturel. Alors c'est peut-être une lecture très personnelle, mais ça m'a évoqué des éléments qu'on peut retrouver dans les textes antiques quand l'entrée des enfers est évoquée. Il y a souvent des roches, des arbres, comme dans l'Énéide où il y a un orme qui symbolise le passage d'un monde familier à un monde étrange et inquiétant. Un vrai retour à vraiment la description naturaliste dans la dernière strophe. Et c'est un petit peu comme si c'était le seul passage de tous les 5 poèmes qui est vraiment, véritablement, où le moi est plus ou moins absent, quoi. Où on se note que justement, elles sont... on peut vraiment parler de vide, en fait. On décrit une scène qui est un vide, quoi. Le jeu poétique disparaît comme si la poétesse réussissait à se délivrer de son identité. Puis les verbes disparaissent aussi, donc on est comme hors du temps. Le silence arrive enfin dans la vie de celle qui attend la mort depuis le début du recueil, quoi. Journal, 24 juillet 1933. Je puis très bien revoir, au plus loin de moi, ce singulier soleil de calme couronné. Je puis très bien savoir que les dieux me parlaient. La beauté de mon corps, sa science maintenant perdue, vers laquelle je m'efforce comme on marche dans la nuit. Et son bonheur, son invulnérabilité, sa puissance. Die frühe Zeit, wo ich ein König war. L'époque ancienne où j'étais encore roi. Ça, j'ai l'impression qu'après avoir atteint peut-être l'absolu justement dans Scopolamine, où elle a une élévation, là elle se redisperse, il y a cette idée de dispersion, elle se redisperse dans la nature, et où tous les éléments de la nature peuvent réapparaître peut-être dans sa vie. Oui, c'est une sorte d'omniscience un petit peu, je trouve. Ouais. Elle soulève le voile de Maya, justement. Oui. Oui. Ça pourrait d'ailleurs être aussi logique en ce sens que le poème vienne après Scopolamine, si on se rappelle la croyance qu'elle a que les médicaments, les drogues peuvent révéler des indices et des signes issus de cet autre monde. Et à travers le poème Maya, elle soulève ce voile et aperçoit ce qui a pu lui être permis d'apercevoir grâce à la prise d'opiacés. Et puis elle avait un côté mystique, visionnaire, et ça depuis longtemps, grâce à sa maladie, peut-être grâce aux drogues qu'elle prenait pour soulager ses douleurs, mais elle s'est toujours intéressée à l'au-delà, tout en restant sceptique aussi à bien des égards, une recherche scientifique dont le but était spirituel, philosophique et autres. C'est-à-dire, ses investigations, sa recherche ne niait pas le positivisme, mais le dépassait, ne niait pas la matière, mais s'en servait pour aller ailleurs, plus loin. Puis il y a cette accumulation d'images, rocher, le champ, le roi, l'arbre longtemps bercé, qui sont comme les fragments d'une vision. Ça m'a rappelé le poème Kubla Khan de Coleridge. Il s'agit du fragment d'une hallucination qui avait été provoquée par l'opium. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alph, the sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery.
But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage place, as holy and enchanted as e'er beneath a waning moon was haunted by woman wailing for her demon lover. And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momently was forced, amid whose swift, half-intermitted burst huge fragments vaulted like rebounding hail, or chaffy grain beneath the thresher's flail. And mid these dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river. 5 miles meandering, with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war. The shadow of the dome of pleasure floated midway on the waves, where was heard the mingled measure from the fountain and the caves. It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice. A damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Could I revive within me her symphony and song, to such a deep delight 'twould win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there, and all should cry, "Beware, beware, his flashing eyes, his floating hair. Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey-dew hath fed, and drunk the milk of paradise." Cette mort qui est évoquée encore une fois dans ce poème, et qui est, cette fois-ci elle est évoquée au présent quand même. Enfin, elle est évoquée au présent indicatif, c'est enfin, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas il y a une sorte de sentiment que c'est le moment qui est tant attendu, quoi, qui finalement finit par advenir, quoi. Puis on ressent un vrai apaisement aussi, surtout ce dernier vers singulier soleil de calme couronné. Le calme couronné de calme. On sent que, en quelque sorte, c'est bon, elle est enfin apaisée. Oui, elle rejoint un monde qui n'a pas d'âge. Ouais. Et c'est aussi ce qui est dit dans d'autres poèmes. Et là, elle développe aussi sa notion de l'hérédité, à savoir que, selon elle, nous ne sommes, ce qui est une conception qu'elle n'est pas la première à avoir, nous ne sommes qu'un point dans une chaîne. Et que, en fait, finalement, nous ne sommes pas seuls, et qu'une fois la mort advenue, voire même avant, en tant qu'existence spirituelle, en chacun de nous se concentre tout ce que furent nos ancêtres. Donc je pense qu'il y a cette idée-là aussi. Oui, et puis elle le dit, je reviens sur mes pas vers l'abîme enfantin, en fait. C'est ça, exactement. Reviens à la naissance. Hein. Et l'enfance de l'humanité aussi, hein, on pourrait le voir comme ça. Ouais. C'était une après-midi d'été dans le jardin potager de la Grolée. Je regardais les dahlias éclatants et respirais le soleil. Soudain, tous les jours des précédents étés me revinrent en mémoire. Non, pas en mémoire. Je les sentais.
accumulés en ce même lieu de moi, qui revivait par l'existence de ce jour-ci, comme une note frappée donne ses harmoniques, d'octave en octave, qui la rendent telle. Et le fait étonnant de cette permanence active du passé me frappa l'âme. Je demeurai là, stupéfaite, devant les treilles et les fleurs, comprenant que ce n'étaient pas seulement ces treilles, ces fleurs que je voyais, mais d'autres de ce même jardin d'autrefois, et que sans doute leur éclat, depuis longtemps fondu dans la terre, s'ajoutait aux couleurs d'aujourd'hui. Je vois parce que j'ai déjà vu. C'est plus beau parce que c'était déjà beau. Il y avait l'instant présent, l'été, poussière d'or des insectes ivres du haut du ciel jusqu'à cette grappe ambrée. Mais cela, ce n'était encore qu'un instant comme les autres, éprouvé plutôt que senti. Et cela ne devenait le délice que par l'infinie succession des jours d'or en arrière, qui sur un battement de cœur se remettaient à danser.